You're listening to Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'émission Radcore où on s'entretient avec des créateurs sur internet sur le sujet de la musique et le rôle de celle-ci dans la production de contenu. On enregistre cet épisode 4 le 3 janvier 2026 et ce matin, des frappes américaines ont été déclarées à Caracas au Venezuela, ordonnées par un gouvernement fasciste qui terrorise le monde pour les intérêts du capitalisme. J'en profite pour adresser au nom de toute l'équipe Radcore notre soutien au peuple vénézuélien et à tous les peuples qui luttent contre l'impérialisme. Pour ce 4e épisode, j'accueille Mr. Chonks, streamer et vidéaste sur la chaîne YouTube Chonks Télévision, où tu proposes des vidéos deep dive dans des affaires obscures entre histoire politique, true crime, polar, et en plus de ça, tu produis de la musique électronique sous l'alias Semiologist. Alors c'est un mélange entre drum and bass atmosphérique, jungle, ambiante, bref c'est trop bien. Et tu en parles très régulièrement sur tes streams. On se connaît depuis plusieurs années et c'est un plaisir de t'accueillir pour cet épisode. Bonjour Chonks. Comment tu vas? Bonjour. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on commence? Bah écoute, ça va très bien et non, j'ai rien à dire de plus. Je pense que tu as assez bien résumé le bousin, quoi. Eh bah parfait. Commençons. Quels genres musicaux est-ce que tu écoutes? Lesquels t'inspirent le plus en ce moment? Alors pour ce que j'écoute, c'est quand même vaste, quoi. C'est quand même vaste, la question elle est large. Beaucoup de musique, on va dire, ce qu'on appelle musique urbaine, donc tout ce qui est, ça va du hip-hop à la musique électronique, si tu veux. Donc moi, généralement, c'est ça que j'écoute. Beaucoup de hip-hop, du trip-hop, beaucoup de dérivés, en fait, de hop. En ce moment, ce qui m'inspire le plus, il n'y a pas grand-chose en ce moment qui m'inspire, parce que j'écoute pas beaucoup de musique en ce moment. Donc, vu que j'ai quitté mon abonnement Spotify il y a quelques mois, Ouais. il y a à peu près 6 ou 7 mois, je crois, je ne m'abreuve plus de musique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est dommage. Voilà. Bah, en fait, c'est que quelque part, ça me fait du bien parce que je retrouve un contrôle sur la médiathèque que je me traîne depuis que je suis ado. C'était un truc très mal organisé avec des waves, des MP3, des FLAC un peu à droite à gauche. Ouais. J'ai tout converti en Opus et qui est un format un peu comme le MP3 ou le Vorbis, voilà, un truc très léger. Et j'ai tout réorganisé. Et du coup, depuis, je redécouvre un peu cette médiathèque-là, un peu au compte-gouttes, un peu comme je veux. Et du coup, au niveau des genres musicaux, il n'y a pas vraiment de trucs à proprement parler parce que c'est vraiment très disparate, en fait, quoi. Ouais, il y a un peu de... Tu vois, voilà, c'est ça, je peux passer d'un album de rap, genre l'autre jour, je m'écoutais un vieux MC Solar, je m'écoutais Pros Combat, par exemple, tu vois, Ouais. qui date de 95. Et après, je passe à un truc hyper récent. Donc voilà, je suis passé à ce truc-là, et du coup, je ne m'abreuve plus. Donc, j'ai pas vraiment de trucs qui m'inspirent vraiment en ce moment. Où là, je suis retombé en plus dans une logique de un peu métro boulot dodo. Donc, tu sais, je me refocus sur un truc complètement. Un mode de vie que j'avais oublié depuis plusieurs années. Et du coup, j'ai plus trop de place, malheureusement, pour la musique, même si j'essaie quand même de lui en faire au quotidien, je sais pas, un album par-ci par-là, que je vais m'écouter là en faisant, en dissociant à moitié devant mon ordi, tu vois. Enfin, Ouais. le truc, Je vois qu'on fait je vois tous un l'envie. petit peu. Voilà. Et du coup, ça a été quoi ton parcours musical? Parce que là, tu parles de titres qui sont des titres que tu écoutais plus jeune et que tu Oui. retrouves un petit peu dans cette bibliothèque. Alors, ça a été quoi le parcours? Comment est-ce que tu as commencé à écouter de la musique et à rechercher vraiment, à vouloir un petit peu t'inscrire dans ce monde de la musique-là? Alors, du coup, moi, à la base, quand j'étais vraiment gosse, j'écoutais pas vraiment de musique, tu vois. J'écoutais ce qui passait en fait à la radio. Donc, tu sais, moi, je suis né en 91. Quand j'étais gosse, bah, il y avait tout ce qui était Europe 2 Énergie, ça passait du Daft Punk, de la variété française, ça passait du Kylie Minogue, tu vois, ce genre de truc, vachement connu, quoi. Et c'est un peu, moi, un truc qui est resté chez moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant je peux kiffer un album d'Aphex Twin qui est très niche, très bizarre à écouter pour un peu le commun des gens, tu vois. Ouais, c'est expérimental, quoi. C'est ça, voilà. Autant je peux kiffer un truc vachement expérimental de ce genre-là, autant j'adore écouter des trucs vachement cheesy, tu vois. Et donc ça, c'est un peu la toute base. Moi, c'est ça, c'est les radios, en fait, quoi. Dans la Ford de mon père, il y avait Europe 2 qui passait. Moi, c'est ça qui a commencé un peu à me mettre un peu dans la musique. Et après, il y avait ma sœur à la maison, elle écoutait du Janis Joplin. Ouais. Ma mère, elle écoutait du jazz. Tu vois, c'était deux trucs vachement différents. Ouais, c'est très, très éclectique, hein.
Ouais, voilà. Et au collège, quand je suis arrivé au collège, c'est là que j'ai découvert le hip-hop. Tu vois. Mhm. Donc avec les potes qui écoutaient du Wu-Tang, qui écoutaient du Gangstar, ce genre de truc, Mhm. vraiment des vieux groupes, tu vois, à l'ancienne, très East Coast avec des sonorités très crado, un peu comme ce qu'on trouvait chez NTM ou IAM, tu vois, en Ouais, France. ouais. Et Vraiment ça, c'est fin un autre. 90-2000, quoi. Ouais, c'est ça, c'est tournant des années 2000. Et, euh, et ça, c'est un autre truc m'a beaucoup marqué, on va dire, dans comment je me suis construit un peu en tant que personne, et puis bah, en tant que derrière quelqu'un qui va faire de la musique, quoi. Mhm. Et c'est ça qui m'a un peu donné l'envie de faire de la musique. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en faisant des instrus de rap un peu gaze, on va pas se mentir, c'était pas très très On bien. Voilà, commence bon. tous par faire Non, mais des trucs oui, un non, peu mais gaz. voilà, voilà, on commence tous, voilà, c'est pareil avec des petits logiciels à la con, voilà. Mhm. Moi, c'était sur Reason que je faisais ça. Pour les plus nerds, ça parlera peut-être. Voilà, c'était sur Reason, qui est un logiciel de création musicale. Sinon, mon parcours musical, franchement, c'est à peu près ça, tu vois. C'est pas un truc où j'ai fait X 1000 trucs, où j'ai assisté à des concerts jeunes et tout. Bah, il y en avait quand même certains dans la ville où j'ai grandi, parce qu'on avait un endroit qui s'appelle l'Esplanade Lamartine. C'était à Mâcon que j'ai grandi. Mhm. Et on avait une salle de concert qui s'appelait la Cave à Musique, et c'est là-bas que j'ai vu des groupes genre, tu sais, Hocus Pocus, le Pop de l'Herbe, des Ouais. groupes comme ça, quoi. Des trucs un peu. Quand t'es lycéen dans les années 2010, c'est des trucs que t'écoutes, tu vois. Et du coup, ben, on allait voir ça parce que le concert était pas cher, ou alors il était carrément gratos, tu vois. Et c'est un peu au milieu de ça que j'ai grandi aussi, tu vois. C'est vraiment les concerts gratuits. C'était un truc hyper important, quoi, pour nous, parce que ben, on était tous fauchés, quoi. Ouais. Donc il y a ce truc-là qui pour moi est hyper important aussi, c'est l'accessibilité qu'a eu la musique à un moment donné dans mon adolescence, tu vois. Et comment bah, elle est arrivée comme ça avec avec des concerts. On se pointait juste avec notre 8-6 et puis notre paquet de roulés. Et voilà, tu vois à peu Ouais, près ouais. l'ambiance. Je vois. Voilà. Mais ouais, c'est comme ça que ça a commencé, puis comme ça que ça a continué. Et puis bah, ça a fini à ce que moi je me mette à produire mes propres trucs, quoi. Mhm. Et du coup, parle-nous un petit peu de ce que tu produis. En fait, comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que tu es venu à faire ce genre de son? Parce que moi, je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Mais je me dis que tu commences pas forcément par de la musique comme ça, par de la DMB un peu ambiante, un peu atmosphérique. Comment est-ce que t'es venu à ça en partant des petites props de rap? Bah ouais, alors à la base, ouais. À la base, je suis là. Je fais mes petites prods de rap à la con, mais sans rappeur et sans rapper, tu vois. Ouais, Pour moi, j'ai juste la toujours prod. kiffé. C'est ça parce que j'adorais déjà tout ce qui était musique instrumentale, tu vois. Mhm. Tout ce qui était genre down tempo, chill out, musique un peu de salon, quoi, tu vois. Ouais, ouais. T'écoutes dans ton salon, même de la musique d'ascenseur, tu vois. Ouais. J'ai toujours kiffé ce genre de truc. Donc je me mets à commencer à produire ces trucs-là, tu vois, chez moi, tranquille. Et au fur et à mesure, je me dis, mais putain, c'est trop bien avec Internet, bah, je peux publier en fait ce travail-là, quoi. Puis c'était avant l'arrivée de Bandcamp, mais c'était au tout début de SoundCloud. Donc moi, j'ai commencé sur SoundCloud comme ça à poster un peu mes trucs. J'ai vu qu'il y en a qui marchaient plus que d'autres, quoi. C'était vraiment l'époque early SoundCloud, genre 2006-2008, quoi, tu Ouais, vois. ouais. J'étais vraiment... j'étais au lycée, quoi. Mhm. Et à cette époque-là, bah, du coup, je me mets à écouter d'autres trucs sur SoundCloud, de d'autres artistes. Et ces trucs-là, ça a commencé aussi à m'imprégner, tu vois. À me dire, putain, quand je travaille, par exemple, ma batterie sur mon morceau, je peux faire comme ça. Mhm. Euh, Mes samples, je peux les travailler comme ça aussi, tu vois. Enfin, de manière complètement différente à chaque fois. Et là, je me suis rendu compte que vraiment Internet pouvait m'aider là-dedans. C'est-à-dire que Ouais. je suis tombé à cette époque-là sur le guide de la musique électronique de Ishkour, qui est le pseudonyme d'un type qui a écrit tout un guide qu'il avait réalisé en Flash, tu vois, Ouais. tu vois un peu les animations Flash de l'époque. Mais en fait, il avait réalisé toute une encyclopédie sur les courants de la musique électronique, leur origine, tu vois. Mhm. Donc tout ce qui est ramené à la musique concrète, tu sais, les expérimentations avec des bandes magnétiques. Ouais, ouais, ouais.
dans les années 50 de Pierre Schaeffer, etc. Et donc, c'était comme un arbre généalogique de la musique électronique, avec des exemples à chaque fois. Puis là, je me dis, putain, c'est... Oh, la house music, c'est pas mal aussi, quoi. Puis c'est un truc que j'écoutais déjà avec, tu sais, les Daft Punk, etc. Ouais. La house music, c'est pas mal. Puis, la jungle, c'est bien aussi. Puis l'ambiante. Puis, c'est là que j'ai vraiment découvert tout le potentiel, en fait, de ce qu'on appelle la musique électronique. Et c'est comme ça que j'ai pu, derrière moi, évoluer aussi au fil des années. Tu vois, en explorant à chaque fois un peu des nouveaux genres, quoi. Ouais. Genre, je suis passé vraiment du hip-hop à un espèce de truc un peu plus jazz fabriqué avec des samples, en écoutant des groupes qui faisaient ça, quoi. En écoutant, et par exemple, le musicien Eric Truffat, tu vois, qui est un musicien franco-suisse, trompettiste de jazz, Ouais. qui faisait beaucoup d'expérimentation avec la musique électronique. Et ça, c'est typiquement des trucs qui m'ont inspiré derrière, à partir d'un truc un peu plus jazz, puis après des trucs plus électro. Puis après, comme je te disais tout à l'heure, des trucs un peu plus cheesy, tu vois, un peu plus, je sais pas, on va dire dance, quoi, tu vois. Ouais, des trucs un peu plus proches de l'EDM, etc. C'est ça, parce que ça me faisait triper, en fait, de faire ça. Mhm. Ça m'a toujours fait triper de faire ça. Ça m'a toujours fait kiffer, en fait, des fois, de partir dans des trucs complètement différents. D'être passé un truc vachement expérimental à un truc beaucoup plus boum boum, bateau, quoi. Ouais. Où je sers vraiment tu t'es vraiment servi d'internet, de toutes ces petites influences là pour vraiment faire, composer à droite et à gauche, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est là que ça a été un outil vachement puissant. Mhm. Parce que derrière, ça m'a. En fait, derrière, ça te permet de découvrir des artistes qui viennent d'Internet, que tu n'aurais jamais connus autrement, finalement, tu vois. Ouais. Avec SoundCloud, puis moi j'ai connu l'arrivée j'étais au lycée, tu vois, j'ai connu l'arrivée de Spotify, de Deezer, etc. Mhm. Puis à l'époque, Spotify, Deezer, c'était pas comme aujourd'hui, c'était essentiellement des artistes de major ou de labels déjà installés, en fait, qui finissaient dessus. Ouais. C'était un peu plus compliqué pour toi en tant que petit artiste indé de finir sur des plateformes comme ça. Et c'était plus vraiment SoundCloud qui permettait ça. Puis après l'arrivée de Bandcamp, Mhm. qui permettait De démocratiser un petit créer. peu la composition. Voilà, merci. Ouais. C'est ça, de démocratiser la compo, de te créer un portfolio, en fait, littéralement. Mhm. C'est ce que tu pouvais faire déjà avec MySpace. Mais en 2006, MySpace était déjà en train de crever. Donc, du Ouais. coup, voilà, il y avait un usage qui était en train de se renouveler. Et c'est vrai que SoundCloud y a répondu assez bien. Et ça a commencé par là, ça continue sur Bandcamp. Et aujourd'hui, maintenant, tu vois tous les petits indés qui finissent avec avec leur son de partout, quoi, littéralement, sur toutes les plateformes. Maintenant, c'est possible avec les distributeurs numériques. Ouais. Puis avec les réseaux sociaux aussi, hein, quand t'as un son qui perce sur Oui. TikTok. Ouais. Ça, c'est un truc dont je me suis jamais trop servi personnellement. Ouais. Je suis toujours beaucoup resté dans mon coin, en fait, on va dire. Jamais trop. Tu vois, moi, je fais ma petite zik pour me faire triper, tu vois, moi, tu vois, avant tout, pour me faire kiffer. Puis si ça fait kiffer quelques gens, une dizaine, plusieurs dizaines de personnes, enfin, ça me fait plaisir, tu vois. Mhm. On m'a déjà demandé pour utiliser ma musique ici et là. Je dis, avec plaisir. Je fais, ouais, bien sûr. Enfin, aucun problème, quoi. Enfin, moi, ça me fait quelque chose, en fait. Me dire Mhm. qu'on reconnaît un peu le taf que j'ai fourni, c'est cool. Mais ouais, j'ai toujours été plus ou moins dans mon coin. Et du coup, tout ce qui est réseaux sociaux, moi, je m'en suis jamais trop servi parce que c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très doué avec ça, en plus de base. Je suis un peu le boomer qui arrive, tu sais, genre, bon, comment on fait ça? Tout à l'heure, j'essayais de me servir de l'appli Twitter sur mon téléphone, j'arrivais plus à m'en servir, quoi. Genre, C'est terrible, hein. Alors qu'on non, mais a 4 ans d'écart, hein, mais. j'ai même pas 35 ans, là. À l'heure où on enregistre cette émission, j'ai même pas encore 35 ans, quoi. Mhm. C'est terrible. C'est Non, mais terrible. c'est pas facile, hein. C'est pas C'est facile. c'est pas facile toujours, Corona. Voilà, on n'est pas tous nés avec le téléphone directement dans la main. Mais non, Voilà, non. ils sont très forts, hein, les plus Les, jeunes, hein. Ils sont très les très forts. zoomers, là, c'est vous qu'on regarde. S'il vous plaît, soyez indulgents. Soyez Soyez indulgents gentil avec s'il vous nous. Ouais, c'est avec Instagram, je galère, hein. J'ai En plus, loupé mais ils ont tout changé. Ouais, en fait, j'ai loupé le moment où j'étais au collège, au lycée, et où tout le monde s'est mis à utiliser Insta. Ouais. Et j'ai loupé ce moment-là.
Et du coup, j'essaie de m'y mettre. Ça fait moins d'un an que j'essaie de me mettre plus à Insta. C'est dur, hein, quand t'as pas grandi avec le truc, c'est compliqué hein, d'aller sur une nouvelle appli, un nouveau réseau. Bah, faut s'en servir tous les jours, quoi, en fait, c'est ça le Hmm. problème. Et c'est là où ils réussissent très bien leur coup, tu vois. Bah oui. C'est que ben ils fidélisent comme ça les gens qui s'en servent du coup tous les jours. Hmm. Parce qu'ils se disent comme ça, bah, je saurais me servir de ce truc-là pour parler à mes potes, par exemple. En fait, bah, tu finis par doom scroll sur des reels dont les trois quarts sont aujourd'hui générés par IA, tu vois. Enfin, Oui. Ou avec et un contenu politique absolument odieux. C'est oui, voilà, par, voilà. par exemple, voilà. Hmm. Ouais, après, moi, Méta. j'ai de la chance sur mon algo parce que justement, mon algo Insta, il est beaucoup fourni en musique. Et C'est justement, vrai que j'en ai beaucoup aussi. Des petits groupes qui tombent dans hmm, ma TL. et c'est ce que tu disais avant, justement, par rapport aux réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai découvert beaucoup d'artistes que je suis aujourd'hui et que j'écoute Hmm. assez régulièrement, tu vois. Alors, c'est vraiment grâce à des petits clips sur Insta qui ont été postés. Tu tombes dessus, tu fais ah ouais, c'est charmé, quoi. Hmm. Pour la musique, je pense que c'est encore un bon endroit, quoi. Ouais, Honnêtement. je pense que c'est l'endroit où je chope le plus de nouveaux sons, c'est sur les réseaux sociaux, c'est comme ça, hein. Bah, surtout Insta, du coup. Et après, Ouais. TikTok, moi, je m'en sers pas TikTok, donc je sais pas, Hmm. mais moi, c'est plutôt Insta, ouais. Après, si t'as d'autres endroits à conseiller, moi, je suis preneur parce que. De toute façon, si tu Mais veux aujourd'hui te lancer dans la musique et faire en sorte que ça marche, mettre tous les points de ton côté pour que ça fonctionne, il n'y a pas d'autre choix que de passer par un maximum de plateformes possibles, oui, toutes si possible, et tout balancer très régulièrement, quitte à faire des sons qui sont très très courts. C'est une manière dont ces plateformes-là ont changé aussi notre façon de composer et d'écouter de la musique, hein. c'est sûr. Et puis, ben, quand tu vois ce qu'il en advient derrière avec Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Parce que bon, bah, c'est pas les mêmes plateformes, mais c'est le même fonctionnement, quoi. Tu vois. C'est un système similaire, ouais. C'est ça. Et moi, quand j'entends des gens dire qu'ils consomment de la musique, Oui. je trouve ça bizarre, tu vois. Parce que pour moi, c'est des œuvres, en fait, tu peux pas les consommer. C'est pas un truc que tu manges et que tu chies, tu vois. Hmm. C'est un truc que... Mais malheureusement, en fait, l'usage, c'est devenu ça parce que c'est très cynique, en fait, quoi. Parce que les plateformes ont rendu ça possible. Tu Hmm. vois. Ont rendu bah, je vais bouffer de la musique et puis ben, derrière, je vais la régurgiter. Et ils ont rendu ça possible avec les algorithmes, etc., en fait, qui te servent de la musique en continu. Ouais, c'est devenu un produit en fait. C'est devenu un produit et ce qui te sert de la musique en continu sans que tu puisses t'attarder en fait sur tel ou tel artiste et découvrir parfois ben, son univers quoi. Parce que quand t'écoutes un album, t'écoutes pas seulement un album, t'écoutes un univers entier de quelqu'un. Et pour moi, c'est ça qui est hyper important et c'est ça que j'ai retrouvé en fait avec une façon de fonctionner beaucoup plus classique que via Spotify, etc. quoi. C'est retrouver ce truc de vas-y, je vais pas écouter une playlist, je vais écouter un album d'un artiste. Ouais. Et ça va me contenter. Je vais Hmm. être content. C'est soit un truc que j'ai jamais écouté, soit un truc que j'ai écouté des dizaines, des milliers de fois, quoi. Et bah ça, ouais, moi, c'est un truc que j'aime bien faire, quoi. Vraiment, pour le coup, de renouer avec un peu ce truc-là, tu vois. Bon, c'est avec l'époque où Winamp. Ouais. Je sais pas si t'as connu Winamp, mais Ma mère a connu, oui, non, c'est pas, c'est pas attends, pour te vieillir, mais t'es sûr qu'on a que 4 ans d'écart, hein, parce que... oui, oui, oui. Mais en fait, moi, quand j'étais jeune, ma mère téléchargeait beaucoup de musique, tout à fait légalement, Ouais, et oui, bien elle sûr. me faisait écouter, elle me faisait découvrir comme ça. Et quand il y avait un son, un titre que j'aimais bien, elle me disait bah tiens c'est cet artiste, écoute un album. Et du coup Mm, j'ai pris l'habitude que j'ai toujours aujourd'hui de quand je tombe sur un titre qui me plaît, quelle que soit la façon dont je tombe dessus, je vais mm, écouter un album direct. Non, mais c'est ça. C'est ça pour moi le truc hyper important à faire. C'est si ça te plaît, écoute le reste. Et ça se Bah trouve, ouais. et ça se trouve dans l'album, il y a des morceaux qui vont moins te plaire, etc. Mais en fait, quand tu prends l'album dans sa globalité, ben, c'est quand même un univers à part entière. Et même s'il y a des morceaux que t'aimes moins, ben, ils font partie de ce truc-là, quoi. Peu importe, tu vois, peu importe on va dire la note d'intention de l'artiste derrière, si c'est un album concept ou pas, tu vois, on s'en fout de ça. C'est pas, voilà, c'est pour moi, c'est l'identité
quelqu'un, quoi, ou d'un groupe. Et c'est l'identité de quelqu'un, d'un groupe, de ses influences, de... Tu vois, enfin, c'est un truc pour moi qui s'est un peu perdu quand je vois comment les gens écoutent de la musique aujourd'hui. Je veux pas faire le vieux con, mais Non, mais je comprends. C'est pas tant une question d'être un vieux con ou quoi. C'est qu'il y a un vrai changement. Il y a eu un vrai changement sur ces 20 dernières années de la manière dont on écoute de la musique, dont ouais. on conçoit aussi la création hein, dans son ensemble. Je pense pas que ça fasse vieux con de voir ça en tout cas. En fait, là où je veux en venir, c'est que je trouve ça dommage que... Déjà, merci de me rassurer. Voilà. Voilà. Et je trouve ça dommage que sous prétexte de mettre en avant des artistes, ce sont des boîtes capitalistes qui s'enrichissent en fait sur le dos de ces artistes-là et qui veulent juste faire leur beurre parce que ces boîtes-là en fait elles veulent juste faire du beurre, elles en ont rien à foutre de la musique quoi. Bien sûr. Là, genre Elk, le mec de Spotify, lui, bon, c'est très bien maintenant qu'il en a absolument rien à faire quoi. Il l'a même dit, il me semble, en interview de manière plus ou moins claire. Et c'est de ça aussi que je voulais sortir. Il y avait un peu une volonté politique dans le fait que je veuille m'écarter des plateformes Ouais. de streaming musical, quoi. Bah, c'est la même raison pour lesquelles les gens boycottent aussi hein, Mm, certaines plateformes. bien sûr. Donc moi, voilà, toute ma collection, bien sûr, c'est une collection que j'ai acquise en toute légalité, bien évidemment. C'est ma collection personnelle de CD que j'ai chez moi, en physique, bien sûr. Et il y a plusieurs milliers d'albums, hein, mais voilà, c'est très bien gardé, très difficile à déplacer pendant les déménagements. C'est marrant parce que tu as une relation au disque, à la musique, qui est un peu similaire à la relation qu'ont beaucoup de gens avec les livres, par exemple. C'est vrai. Où il y a l'objet du livre que les gens, c'est presque un objet de collection, quoi. Les gens sont fiers Ouais. aussi d'avoir leur bibliothèque, d'avoir tout ça sur papier. Et pour moi, c'est autant valable en physique qu'en numérique, ce truc-là. Hmm. Parce que tu peux avoir ta belle collection physique dans ta bibliothèque à côté de toi, comme tu peux sur ton ordi ou sur un cloud perso, etc. Ouais. Avoir organisé ta collection, tu vois, de trucs, de musique ou de films, etc. Oui, parce que c'est pas de matériel, hein, Ouais, la musique. c'est ça, c'est immatériel sur un support physique ou sur un support numérique. Et pour moi, les deux se valent, en fait, finalement. Tu vois. J'ai souvent eu ce truc de le format physique contre le format numérique, etc. Et pour moi, les deux se valent, en fait, parce que tu peux être attaché à l'un comme à l'autre de la même manière. Il n'y a pas de... Moi, c'est vraiment, je suis attaché à ce truc-là, de ma collection de fichiers en opus, tu vois. Enfin, je l'aime, quoi. Je l'aime, et j'en ai pris soin, je l'ai réorganisé, j'ai rechopé toutes les bonnes jaquettes, etc., tu vois. Mhm. Et je trouve ça très bien comme ça. Et comme je pourrais avoir une collection de e-books, par exemple, Ouais. si j'étais un kiffeur de bouquins. Ouais, je vois le truc. Ok. Dans cette émission, en même temps que de répondre à mes questions, tu as quelques morceaux à nous partager. Le premier vient d'un groupe dont personne n'a jamais entendu parler. Il s'agit C'est très de niche. Fresh Ouais. des Daft Punk. Est-ce que Oui. tu peux nous en dire plus avant qu'on lance ça? Pourquoi tu as choisi ce morceau? Alors pourquoi Fresh? Parce que, alors déjà, Homework, c'est un des premiers disques que j'ai acheté quand j'étais pré-ado. Mhm. Alors j'étais allé au Cultura à côté de chez moi et je l'avais acheté là-bas, quoi. Le premier disque, alors c'est pour l'anecdote, hein, juste, hein, le premier disque que j'ai acheté de ma vie, c'était une compile de funk. Voilà. C'est voilà. On fait pas plus, voilà. On peut dire ce mec est lyonnais, oui. Voilà, c'est le premier truc qu'il achète de sa vie, une compile de funk. Mais du coup, Homework, c'est donc le premier album des Daft Punk, qui est sorti en 1996. Mhm. Et c'est l'un des premiers disques que j'ai acheté de ma vie. Et parce que j'aimais beaucoup le morceau Around the World, forcément, comme beaucoup de gens. On a tous entendu aussi à la radio et sur tout un tas d'autres supports. Voilà. Et quand j'ai écouté l'album, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un panel musical. Tout était différent dans l'album. Alors, peut-être Around the World, c'est très house, très lancinant. Rollin' and Scratchin', c'est beaucoup plus bruitiste, un peu techno, rave, tu vois. Mhm. Et au milieu, t'as le morceau Fresh, qui est avec cette boucle ce sample un peu de soft rock, tu vois, qui tourne. Je sais pas, je me l'écoutais en boucle, vraiment, ce morceau, je sais pas. Je pense que c'est lui qui m'a un peu ouvert à tout ce qui est house music, plus de manière un peu plus large, quoi. Et voilà, bon, on va laisser les gens se faire leur propre
s'ils connaissent pas le morceau, se faire leur propre idée. Mais voilà, moi, c'est un morceau qui me touche particulièrement parce que la sonorité, juste la sonorité, m'a toujours emporté, quoi. Et bah allez, on s'écoute ça tout de suite. Pour cette deuxième partie, je voulais te demander pourquoi est-ce que tu écoutes de la musique aujourd'hui en revenant du boulot, après le métro boulot dodo, tout ça, genre quel rôle quelque part est-ce que ça a dans ton Alors, quotidien la musique? dans mon quotidien, j'en écoute surtout en rentrant à la maison. Genre, je me pose avec un album. Fut un temps où effectivement j'en écoutais en allant au boulot, en revenant du boulot, mais en fait le problème c'est que ce téléphone n'a pas de prise jack, ce casque est filaire. Ah, super. Du coup c'est le problème. Mais j'ai toujours mon ancien téléphone dont je peux me servir comme iPod, tu vois. Mais c'est bon, c'est la flemme et de me trimballer de trucs en fait. C'est un peu chiant. Je l'ai fait, fut un temps. Ça m'arrivait de le faire. Genre, je prenais le train, tu vois, je me mettais un album, tu vois, et puis bah, je pionçais dans le train avec l'album dans les oreilles, tu vois. Ça, c'est un truc que je fais beaucoup. Genre, mettre de la musique pour dormir, c'est un délire dans lequel je suis, quoi. C'est un kiff. Tu vois, surtout quand tu tombes sur le bon album qui te met dans le bon mood pour dormir, tu vois. Genre, un album avec une ambiance nocturne, tu vois. Il y a un peu ce truc. Il y a un peu ce truc synesthétique avec la musique que j'ai, c'est en fonction de la situation, de l'endroit où je suis, je trouve qu'il y a telle sonorité qui va correspondre. Et du coup, c'est ça aussi qui fait que je vais pas forcément au quotidien, tu vois, écouter de musique, parce que des fois, juste, l'ambiance autour de moi s'y prête pas, quoi. Et c'est vrai que j'en écoute beaucoup moins maintenant, c'est un peu triste, mais tu vois, après l'enregistrement, je vais m'écouter un album. Tu vas écouter quoi du coup? Tu sais déjà ou... Je sais pas, non, je sais pas. Je vais mettre... je sais pas. Je vais rafraîchir mon truc, là, genre, sur le logiciel que j'utilise, qui s'appelle Feishin. Explorer depuis la bibliothèque, je vais refresh et je vais mettre le premier truc qui passe. Allez. Et c'est ça aussi que j'aime faire avec, tu vois, quelle place, quel rôle j'ai la musique dans ma vie, dans mon quotidien. Ça joue le rôle de, on va dire, de motivation, tu vois, de petits kiffs en fait, de petites récompenses, avec le café, tu vois. Ouais, Le café après, musique. après une journée de boulot, tu te récompenses avec un album. C'est ça, tu te dis, bah vas-y, là j'ai envie d'écouter ça. Hop, allez, je m'écoute un petit Jamiroquai, tu vois, avec mon Ouais, café. Parce que Jamiroquai, café, très très bon mélange, je trouve. voilà, tu vois, ça va bien ensemble. Tu Ouais. vois, il y a ce truc synesthétique toujours, tu vois. En fonction de ce que tu as dans la main, ou de où tu es au moment M. Tu vois. Genre, t'es dans le bus, en pleine zone industrielle, hop, petit Nine Inch Nails, ça passe très bien. Pas, t'es dans ton avion, hop, petit album d'ambiance. Avec les nuages, là, tu vois. Ouais, ça dépend du contexte, quoi. Ça dépend du contexte. Après, je prends pas l'avion tous les jours, je t'avoue. Donc, quotidiennement, non. C'est mieux. Par contre, le bus, oui. Mais ouais. Il faudrait que je prenne justement un casque ou des écouteurs Ouais. en Bluetooth pour pouvoir écouter avec mon téléphone parce que des fois, ça me manque un peu quand même. Quel enfer les constructeurs qui ne mettent plus de port jack sur les téléphones, c'est ridicule. Ouais. Ou alors, t'es obligé d'acheter l'adaptateur USB-C qui marche une fois sur 4. Oui, et du coup, tu peux plus brancher ton téléphone pendant. Trop bien. C'est génial. Et du coup, dans ta production de contenu, c'est quoi le rapport avec la musique? Est-ce que genre tu mets de la musique quand tu travailles, quand tu écris? Et comment est-ce que tu choisis le fond sonore aussi de tes vidéos? Alors, je j'utilise pas de musique pour bosser parce que ça me déconcentre. En fait, c'est tout simplement ça, quoi. Ouais, C'est je vraiment, comprends. c'est si je bosse en fait sur moi, je suis monotâche en fait. Si je fais un truc, je fais un seul truc. Je peux pas faire en même temps deux choses. Et pour moi, mon écoute, elle est active de musique, elle peut pas être passive. En fait, ça dépend. Ça dépend de ce que je fais, tu vois. Si je Ouais. suis en train par exemple, comme je dis, de phase out devant mon ordi, de parler à des potes sur Discord et tout, je peux mettre de la musique, y a pas de souci. Mais quand je bosse sur un script ou whatever, ça va me déconcentrer. Et c'est un truc, quand j'étais en live, qui a mis longtemps à disparaître chez moi, où j'ai mis longtemps à m'habituer. Mhm. C'est-à-dire, Avoir une peut-être petite en musique plein de fond. live. Bah, c'est ça, avoir la musique de fond en live. Pour moi, pendant longtemps, c'était compliqué parce que soit ça me déconcentrait et j'ai trouvé la parade quand il y avait un morceau qui me faisait kiffer, qui passait.
je rebondissais dessus, tu vois. Genre, Ouais. je dis, ouais, le chat, vous connaissez ça, c'est trop bien, tu vois. Oui, parce que t'en parles Parce que régulièrement parce hein, que quand je passe. voilà, mais parce que je sais que j'arriverai pas à parler d'autre chose, Hmm. tu vois. Et du coup, je Et trouvais ça fait du contenu, hein. bah oui, et ça fait une petite, voilà, une petite, Hmm. petite strate, en fait, pour parler du truc, effectivement, bah, si, Hmm. voilà, les gens, ça les intéresse toujours de parler de musique, donc, Ouais. Tu vois, bah, moi, je me suis dit le pourquoi. fait de pas d'avoir une écoute active et du coup de pas pouvoir se déconcentrer de la musique, c'est la raison pour laquelle je peux pas dormir avec de la musique, justement. Je peux pas Ouais. m'endormir avec parce que je me concentre trop dessus. Le live m'a appris, parce que j'en fait, j'ai lancé mon premier stream, c'était en 2017. Et avant ça, j'avais déjà fait de la radio sur une associative lyonnaise Ouais, et qui a disparu. Maintenant, c'était devenu Nova, Radio Nova, et puis ça a disparu. Et du d'accord. coup, cette expérience-là en radio m'a permis déjà d'appréhender le fait d'avoir mon propre retour Oui, de c'est pas micro. facile ça Ouais. au début. C'est pas facile au début. Et ensuite, bah, et les années de live derrière, ça m'a permis de faire abstraction en fait de ma propre voix. Et du coup, il y a aussi ce truc où j'ai appris à faire abstraction de ce que j'entends pour pas que ça me déconcentre. Hmm. C'est pour ça que je te parle que pour dormir, je peux mettre de la musique, j'ai pas de souci avec ça. Parce que j'ai appris en fait à me déshabituer de ce truc-là, en fait, de ce truc un peu. La musique qui prend toute la place d'un coup. Ouais. Tu vois. Et pour moi, ben, la musique, des fois, je peux la mettre, je la plaque contre le mur et en fait, elle fait juste partie du décor, quoi. Et du coup, sur ta production de vidéo, comment est-ce que, quelle place est-ce que ça a? Je veux dire, comment est-ce que tu choisis le fond sonore de ton contenu, qui est un contenu aussi très spécifique? Et avec ça, est-ce que tu as aussi eu des problèmes de droit d'auteur, de copyright, ce genre de choses? Alors, j'ai jamais eu de problème de. J'ai commencé par la fin, juste. Et au niveau des problèmes de droit d'auteur, j'en ai jamais eu parce que je pratique le flou juridique. Ouais, Voilà, j'utilise des musiques d'OST de jeux vidéo, essentiellement, ou alors parfois même des OST de X-Files, qui est ma série préférée all time, hein, bien sûr, ouais. que j'ai testé avant, voir si elles étaient reconnues par le bot YouTube, etc. Elles ne le sont pas, donc du coup, j'utilise vraiment les musiques qui vont passer à travers. Et du coup, comment est-ce que je les choisis? Bah, ça va être tout simplement en fonction de l'ambiance de l'épisode et de ce que j'écris. Si je suis sur un truc vraiment très sombre, avec des histoires de meurtres politiques, etc., quoi, tu Mhm. vois, je vais choisir un truc plutôt sombre, tu vois. En fait, je vais vraiment, faut que ça colle à ce que je raconte. Ça paraît logique, mais après, il faut derrière savoir choisir ça dans des trucs que t'as pas fait toi. Parce que c'est simple quand tu fais toi-même ta musique. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de mettre des productions spécialement conçues pour mes vidéos. Mhm. Ça m'est déjà arrivé d'en caler. Le problème, c'est que je suis pas aussi prolifique que Feldup, par exemple, Ouais. qui, lui, produit l'entièreté de sa musique dans ses vidéos. Mhm. Ce que je respecte énormément, parce que ce qu'il arrive à faire, du coup, c'est créer des motifs. Et c'est un fonctionnement qui est inverse du mien, parce que moi, en fait, à chaque épisode, va pas y avoir les mêmes musiques. J'ai commencé à le faire un peu sur la fin, à créer des motifs et des moments clés, en fait, Ouais. où je me dis, bah, le spectateur va s'attendre à ce qu'il y ait ce morceau-là qui va passer à ce moment-là, genre en conclusion ou whatever, où il sait que quand ce morceau-là débute, ça veut dire que la fin de l'épisode débute ou telle partie, etc. Là où Feldup est très fort, c'est que il arrive à créer des moments clés comme ça, quoi, vraiment d'un claquement de doigts avec juste un motif musical qui débute. Et tu sais que là, il va rentrer dans le vif du sujet, où il va parler de telle ou telle chose, quoi. Ça, c'est pour moi, c'est un peu la deuxième étape, en fait. C'est d'abord, tu choisis ta musique en fonction de l'ambiance, et ensuite, derrière, tu essaies de construire une narration avec ta musique. Et ça, c'est très compliqué de le faire, en fait, quand tu pars avec des morceaux qui viennent de bouts d'OST de Fallout, et de bouts d'OST de Borderlands, et de bouts d'OST de L.A. Noire, et de, tu vois, Ouais, ouais. tout ça dans la même vidéo, quoi. Bah, c'est un Ça, peu le travail de compositeur pour le cinéma, hein, qui travaille justement sur ces motifs-là. Il y a de ça, ouais. Il y a de ça, et là, tu dois réussir à relier, en fait, plusieurs styles de compositeurs différents. Donc pas facile. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Et ça serait plus simple que j'ai ma propre musique, mais là non plus, c'est pas facile parce que faut d'abord produire un certain nombre de tracks. Faut Hmm. les produire avec des arrangements différents, avec une version, par exemple, sans batterie,
etc. En fait, il faut produire plusieurs variantes du Ouais, même c'est beaucoup de morceau. travail. C'est énormément de travail. Énormément. Avant de passer à la suite, tu as choisi pour ton deuxième morceau Satellite Anthem Icarus du grand groupe écossais Boards of Canada. On en discute juste après. Satellite Anthem Icarus, j'ai une histoire vraiment particulière. Je l'ai choisi à ce moment-là de l'émission parce que j'ai une histoire particulière avec. Imagine, je suis là, le monsieur Shonks de 14 ans, donc on est en 2005. Qui se rend au Cultura, tu vois, de sa vie là. Et tu sais, à l'époque, les Cultura, il y avait ces trucs avec, tu pouvais prendre le casque et écouter Ouais. des albums qui étaient déjà voilà, qui étaient en écoute libre, tu vois, dans le Cultura. Et là, je tombe sur une compile lounge dont je me rappelle plus le nom. Je crois que c'était le quatrième ou troisième morceau de la compile. Bah, c'était celui-là de Boards of Canada. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Boards of Canada. Et là, je suis tombé, je dis, putain, c'est fou, quoi. Genre vraiment, quand je te parlais de synesthésie, c'est que moi, Boards of Canada, c'est un des seuls groupes qui arrive à me faire voir des paysages quand j'écoute la musique. Et donc, je rentre chez moi. Et je fais des recherches sur le groupe. Et là, je trouve pas grand-chose à part que c'est deux frères qui sont écossais, qui ont grandi en regardant des documentaires de Canadiens, tu vois, d'où leur nom. Et je trouve pas grand-chose. Et je vois qu'ils ont sorti vraiment très peu d'albums. Et là, c'est, je crois, une des révélations musicales de ma vie, mais également un des premiers rabbit holes dans lequel je suis tombé, gamin, en fait. Parce qu'il y a un certain nombre d'EP et d'albums qui sont sortis avant Music Has a Right to Children en 98 qui sont introuvables. Parce que c'est des copies qui ont été faites en sortie très limitée pour les amis ou de la famille du groupe à l'époque. Et du coup, c'est des copies qui sont à l'état de légende aujourd'hui, quoi. Et ça m'a fasciné, en fait, quand j'étais ado, ce truc-là. Je me disais, putain, un groupe est capable de faire ça. Est capable d'avoir... et je pensais que c'était pas du tout connu, Boards of Canada, moi, à l'époque. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient quand même une petite renommée dans la sphère électro, parce que c'est quand même des copains d'un certain Aphex Twin, qui lui est quand même un petit peu le daron de la techno expérimentale, avec les mecs de Hautech aussi, qui sont extrêmement connus dans les milieux autorisés, on va dire, des gens qui aiment ce qui se passe du côté de chez Warp Records. Mais ouais, c'est vraiment, ça a été pour moi une révélation, ce morceau-là. Et derrière, ben, j'ai écouté tous leurs albums, je me suis abreuvé de cette musique-là et ça a beaucoup influencé en fait ce que j'ai fait par la suite en termes de création musicale. T'es pas le seul à qui ça a influencé, parce que j'ajoute que Boards of Canada, c'est également un des groupes qui est régulièrement cité pour illustrer un concept qui est l'anthologie avec un H. Genre pour hanter. Et c'est développé par plusieurs essayistes, dont Mark Fisher sur le blog K-Punk. Alors ça parle de nostalgie, d'espoir, de capitalisme. C'est passionnant, mais je pense que je développerai là-dessus dans un autre format, mais au moins c'est posé ici si ça vous intéresse. Oui, et tu as tout à fait raison. Je m'attendais pas à ce que tu sortes le mot. Ouais. Je m'attendais pas à ce que tu sortes. Vraiment, je suis un peu content quand même. Oui, parce que c'est un concept qui est, je trouve, genre vraiment, en fait, qui est important dans notre conception aussi de l'art, de la création et des futurs possibles et enviables. Enfin, c'est passionnant ce qui a été écrit dessus. Pour cette troisième partie, tu voulais nous parler de musique libre de droit, notamment de Creative Commons. Oui, parce que j'en parlais un petit peu avant, mais tu sais, moi je fais ma musique dans mon coin, j'ai pas envie de la garder pour moi, tu vois. J'ai envie que s'il y a des gens qui tombent sur ce que je fais, ils puissent se sentir libres de l'utiliser. Et attention, parce que quand on dit musique libre de droit, ça veut pas dire musique sans droit. Ça veut dire qu'il n'y a pas des droits sur cette musique-là. Ça veut dire juste que c'est beaucoup plus flexible. Pour ce qui est du Creative Commons, tu as plusieurs Creative Commons en réalité. Là où le copyright, il y a un seul copyright et c'est marre, quoi. Donc ce qu'on appelle le copyleft, hein, c'est Creative Commons, c'est le domaine public, c'est d'autres types de licences beaucoup plus larges. Ça englobe aussi les licences GPL, MIT, etc. Enfin, ce qu'on appelle les licences libres. Et pour ce qui est du Creative Commons, bah, ça va être pour les œuvres d'art, typiquement. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir conscience que ça existe, parce que ça permet de sortir un peu du carcan de le droit d'auteur c'est un seul bloc et on doit de l'argent. En fait, ça permet de sortir de
absolument monétiser l'art en permanence. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. C'est un truc pour moi qui est hyper important parce que pour moi, ma musique, oui, on peut l'acheter. Oui, elle est à prix libre sur Bandcamp. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois que quelqu'un a acheté ma discographie pour 50 balles. Je me dis, bon, bah cool, je vais pouvoir mettre de l'eau du beurre dans mes pâtes et je vais pouvoir faire des courses. C'est cool, tu vois. Mhm. Mais c'est pas ça qui me pousse à faire de la musique. C'est pas la thune. Ce qui me pousse à faire de la musique, c'est une idée, tu vois. C'est une idée que j'ai à un moment donné, que je vais vouloir concrétiser. Et je suis toujours quelqu'un qui a vécu avec très peu de moyens. C'est genre tout le matos que j'ai, soit du matos un peu cheap, soit des trucs qu'on m'a donné, tu vois. J'ai jamais eu trop l'occasion de m'acheter des trucs moi-même ou de me faire plaisir. Et donc c'est pas en fait pour moi, ça va pas être un frein, on va dire. Ma condition financière va pas être un frein à cette idée que je peux avoir et à comment est-ce que je vais tenter de la réaliser. Tu vois, ça peut être demain, ça peut être faire un dessin, ça peut être prendre une photo avec mon téléphone, ça peut Mhm. être créer un morceau de musique. C'est l'acte Voilà. créatif en général, quoi. C'est l'acte créatif, moi, qui m'intéresse. C'est pas qui va représenter en termes de chiffres complètement abstraits, quoi, tu vois. Mhm. Donc, oui, quelque part, c'est cool de gagner un peu de thunes avec sa zik. Et tant mieux s'il y a des gens qui vivent de ça. Et franchement, s'il y a des gens qui ne font que ça et qui payent leurs factures grâce à ça, je suis très content pour eux. Parce que je sais que c'est le cas de gens que je connais, par exemple. Moi, ça me fait plaisir, en fait, d'avoir des potes qui sont intermittents et qui vivent de ça. Mhm. Qui vivent de leur intermittence et qui sont dans la musique, etc. Tu vois. C'est cool, je suis content pour eux, tu Mhm. vois, parce qu'ils arrivent à vivre d'un truc qui, au quotidien, les passionne et dans lequel ils sont super forts, tu vois. Mhm. Mais toi, c'est Mais parce pour que ce qui tu s'agit... recherches dans l'acte créatif, quoi. Ouais, c'est ça. Et parce que pour moi, comme tu dis, l'acte créatif, c'est quelque chose qui est propre à chacun. C'est pour ça que moi, je dis dans ma conception qui m'est personnelle, ce qui va me pousser à créer un morceau, c'est une idée, quoi. Tu vois, c'est une envie d'extérioriser un truc que je ressens. Et il faut le faire. Si je Mhm. devais dire un truc aux gens, c'est de conseiller peut-être un truc, c'est faites-le quand vous avez une idée, quelle que soit la manière, une idée qui peut être transformée en art, faites-le. Même si c'est un gribouillis, même si c'est un truc, on dirait que c'est moche, même si c'est inécoutable, même si on s'en fout, faut le faire, tu vois. Mhm. Et moi, c'est ça qui est important pour moi, et c'est ça pour ça que ces licences-là permettent à des gens de diffuser leur musique et de la partager et qu'elle soit réutilisée derrière, tu vois, de Ouais. manière beaucoup plus simple. C'est ça qui est important dans l'art. C'est pas le fait que tel machin va appartenir à des gens qui, tu vois, à des ayants droit, mais qui sont tu sais, c'est qui les ayants Mhm. droit des fois, je me pose la question. Par exemple, sur des trucs de Mozart, quoi. C'est qui les ayants droit? Alors, je sais pas, c'est peut-être du domaine public, Mozart, mais c'est un exemple, tu vois. Sur des mecs qui sont morts depuis 2 siècles. Genre, Oui, voilà. qui sont les ayants droit de ces gens-là, quoi, tu vois? Enfin, sont morts aussi, non, les ayants droit, je sais pas. Ah oui, et puis pour sécuriser de l'argent, quoi. Genre Bah, c'est ça. un droit à l'utilisation, un droit à la propriété de l'art. Mm, Moi, je pense personnellement que l'art ne doit, en tout cas, la création, art ou non, n'appartient mm. à personne, en fait. Non, on Ouais, s'en est pas. Et en fait, il est fait pour être partagé avec tout le monde. Et en dehors de tout cadre de monétisation, de marchandification de la création. exactement, c'est ça. Et moi, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, vas-y, tout mon catalogue, toute ma musique, je vais la passer sur licence Creative Commons. Mhm. Il faut que je regarde sur mon Bandcamp parce que je crois que je suis pas à jour. Parce que Bandcamp me mettait par défaut à l'époque. Tu peux changer ça, hein, mais il me mettait par défaut mes trucs en tout droit réservé, donc en copyright. Mais par défaut, tu peux mettre une licence Creative Commons. Et il y en a plusieurs des licences Creative Commons, il ne faut pas se tromper. Et je crois que le site de Creative Commons permet de trouver sa licence en fonction de ce qu'on veut. Par exemple, on peut dire, moi, ma musique, je veux bien la partager, mais faut pas que les gens y touchent. Ou alors, je veux bien la partager, je veux bien que les gens y touchent, mais par contre, ils doivent me créditer. Et ça va être des licences qui vont être différentes. Donc, c'est un truc dans lequel il faut pas non plus se tromper. Voilà, faut pas aborder ça. Et faut pas non plus penser qu'on peut faire n'importe quoi avec une licence Creative Commons. Mhm. Genre, si on utilise la musique de quelqu'un qui est sous licence Creative Commons, si c'est écrit qu'il faut créditer la personne, bah, en vrai, faut le faire, ne serait-ce que on va dire, bienséance, Mhm. Oui, par respect par respect, voilà. pour le créateur, quoi. Ouais.
pour la personne qui a diffusé sa musique de manière complètement libre et gratuite, très Mhm. souvent. Et ça, pour moi, grand respect aux gens qui font ça. Dans un monde capitaliste, c'est compliqué. Mhm. On en avait discuté longuement avec Rose lors de l'épisode 2 de l'émission. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quoi. Et entre ça et bon, le plaisir de pouvoir de partager aux autres ces créations, que les autres puissent l'utiliser, les réutiliser, les modifier, etc. Il y a un certain plaisir à ça, mais c'est aussi un sacré bazar par rapport à des gens qui vont claim ta musique, etc. Mais ça fait un petit peu partie cette sorte de jeu de chat et la souris entre les défenseurs du droit d'auteur, des copyrights, etc., et ceux qui sont plutôt d'un avis de partager pour partager et de Mais faire vivre son art à travers aussi les gens que ça touche et qui peuvent réutiliser, quoi. je suis complètement de cet avis-là. Et pour ce qui est des gens qui vont... malheureusement, ouais, il y aura toujours dans ce monde des... Enfin, c'est un peu cynique ce que je vais dire, quoi, tu vois. C'est un peu défaitiste, mais il y aura toujours des salopards, en fait, pour venir profiter d'initiatives de ce genre-là. Mhm. Pour, comme tu disais, claim des musiques qui leur appartiennent pas. Bon, très souvent, ça va être aussi des bots qui font ça, etc., tu vois, Oui, oui. mais malheureusement, oui, c'est le jeu, ça fait chier, c'est comme ça. Il faut des fois être. En fait, c'est le prix à payer aussi un peu du Creative Commons, c'est qu'il faut être au taquet de gens qui vont se comporter de manière malhonnête avec cette initiative-là. C'est pour ça que il y a des gens qui. Parce qu'il existe deux licences qui sont assez similaires hein, dans l'esprit. Et ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent lâcher du lest et dire allez-y, prenez. Quand tu utilises ces licences-là, c'est prenez ce que j'ai fait. Oui, servez-vous, Prenez-le allez-y. et partez avec. C'est le CC0 et le domaine public, Mhm. qui sont sensiblement différentes, mais qui se rejoignent quand même. C'est-à-dire que CC0, c'est genre, il me semble, attends, je regarde, la licence CC0 est une licence libre permettant au titulaire du droit d'auteur de renoncer au maximum associé dans la limite des lois applicables, voilà, afin de placer son œuvre au plus près du domaine public. Mhm. Alors, le CC0, c'est une licence Creative Commons qui est quasiment du domaine public. Parce que le domaine public, tu décides pas, il me semble que tu décides pas toi-même de mettre en domaine public. Non, je crois que C'est passé un ça. certain temps et il tombe automatiquement dans le domaine public. Donc, si tu veux vraiment, genre, donner ton art, tu vas l'offrir à la postérité, au monde, Creative Commons 0. Comme ça, tu poses plus de questions derrière. Tu vas plus Je chasser l'offre les à mecs. l'humanité. Voilà. Ouais, je l'offre à l'humanité. J'offre mon morceau de drum and bass à l'humanité. Vous pourrez, voilà, que les de 7 à 77 ans, Mhm. écoutez mes morceaux de drum and bass. Il n'y a aucun souci. Bah oui, mais c'est ça aussi le plaisir de la créativité, de faire des choses, en fait. C'est de pouvoir les partager, en fait. Bon, après, Mais bien on sûr. vit aussi dans un système qui nous force à tout marchander pour pouvoir remplir notre frigo parce que le monde est pas foutu de façon à ce que tout le monde puisse remplir son frigo de base. Donc, Ouais. Et ça, c'est malheureux. Il faudrait que les frigos soient en licence CC0. je pense. Enfin, que le contenu des frigos soit en licence CC0. Il faudrait que tout soit en licence Non, CC0. mais en vrai, est-ce qu'il y a des agriculteurs qui sont en licence Creative Commons? Est-ce que c'est applicable, tu vois, par contre, au monde de l'agriculture ou je me pose la question, pour de vrai. C'est-à-dire en termes de production, Ouais. je sais pas, genre c'est des, Tiens, ça se des tient, ça se tient, ça se discussions, tient. les discussions tard le soir. Est-ce qu'un agriculteur pourrait pas être sous Creative Commons? Écoute, il est 20h21. Pour moi, il est tard. J'ai Oui, 34 ans. après une longue journée de boulot. Du coup, on va pas traîner et on va passer aux recommandations. Tu nous proposes 3 titres. Le premier Oui, étant Self-Similarity de l'Autrichien Dorian Concept. oui, Dorian Concept, incroyable musicien. Le mec appuie sur une touche de son clavier. On dirait qu'il y a 40 instruments en même temps. C'est génial. J'adore Dorian Concept. Je l'ai découvert l'an dernier, parce que je connaissais déjà de nom depuis longtemps, mais je me suis mis vraiment à écouter que l'an dernier. Et vraiment, Self-Similarity sur l'album The Nature of Imitation. Fantastique, incroyable, beaucoup d'émotions qui se mélangent et qui on va dire, qui
qui s'entrechoquent en un morceau d'à peine 5 minutes, quoi. Et je trouve ça fantastique, tu vois, les musiciens qui arrivent à avoir autant de virtuosité, parce que Dorian Concept, c'est avant tout de la virtuosité. C'est quelqu'un qui était formé au jazz, etc., et qui donne tout en musique électronique. C'est beaucoup de virtuosité dans la composition, dans l'exécution des compositions. Je te laisse apprécier, je nous laisse apprécier ça, et je laisse l'audience apprécier ce morceau incroyable. La deuxième reco, donc Joy Fantastic de Hudson Mohawke et Olivier Daysaul, aujourd'hui Olivier Saint-Louis. Alors pourquoi Hudson Mohawke? Vu que tu me poses la question avec insistance depuis plusieurs minutes, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est vrai. Pas du tout. Parce que, en fait, moi, c'est un mec, Hudson Mohawke, qui m'a beaucoup marqué, on va dire, dans mon identité de beatmaker, tu vois, en termes de hip-hop, etc. Parce qu'il a beaucoup apporté à toute la culture hip-hop, en produisant pour énormément de rappeurs à partir des années 2010. Il faut savoir qu'à la base, c'est juste un boug qui vient de Glasgow, tu vois, et qui faisait sa musique dans son coin, qui avait fondé un groupe qui s'appelait Heralds of Change avec un mec qui s'appelle Mike Slot. Et c'est comme ça qu'il a commencé. C'était vraiment pur DJing électro, un peu sauvage, un peu sauvageon, avec beaucoup d'influences qui viennent du hip-hop. Mhm. Et voilà, il était pas si connu que ça. Et puis, il est arrivé Sibat. Parce que tu vois le morceau je vois. Voilà. Il a explosé sur TikTok en 2023 ou 2024. Et tout le monde s'est mis à écouter ce morceau à la con un peu. Il est nul ce morceau, vraiment. Ouais, mais il reste en tête et il y a ce côté un peu même, tu vois, vraiment. Ouais, c'est très mémétique et c'est vraiment le côté très humoristique de Hudson Mohawke qu'il arrive à mettre dans sa musique. Et moi, ça m'a fait un peu chier, quelque part, que un de mes artistes préférés soit connu d'un coup qu'avec ce track-là. Du coup, je tenais à ce que on redonne un peu ses lettres d'or à Hudson Mohawke avec ce morceau de Joy Fantastic qui est issu donc de son premier album Butter, sorti en 2009 à l'époque chez Warp Records. Il sort toujours chez Warp Records, c'est un habitué de la maison. Donc la Warp Records, gros label électro britannique, duquel sort à peu près toutes les grosses sorties électro un peu underground ou expérimentales vont sortir de là-bas. Mais voilà, Joy Fantastic, incroyable, et puis avec Olivier Daysaul, chanteur exceptionnel, je suis subjugué. Voilà, l'idée là d'écouter ça, quoi. Et ta dernière recommandation, c'est Black Cherry du groupe londonien Goldfrapp. Je voulais mettre Goldfrapp parce que c'est pareil, j'ai une histoire un peu particulière avec. Déjà, je me suis rendu compte que Lovely Head, premier album de Goldfrapp, donc du nom de la chanteuse du groupe qui s'appelle Alison, c'est son vrai nom de famille, c'est Alison Goldfrapp. Et ensuite, Lovely Head, un des morceaux du premier album, je me suis rendu compte quand j'avais à peu près la vingtaine, que c'était un morceau que j'avais beaucoup écouté, que j'avais beaucoup entendu dans des pubs qui m'ont marqué quand j'étais gamin. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Goldfrapp, c'était un groupe qui m'avait marqué gamin, un peu comme R m'a marqué gamin, un peu comme tous ces groupes-là, tu vois, ils passent un petit peu de manière... Ouais, ils occupent un peu notre imaginaire, le fond sonore, quoi, ouais. Exactement. Et Black Cherry, je me rappelle avoir vu le clip de Black Cherry, ça va être très précis, mais c'est un de mes meilleurs souvenirs d'enfance, dans un hôtel Stambouliot, donc à Istanbul, en 2003, donc à l'année de la sortie, il me semble, du disque, Et j'avais adoré, en fait, la manière dont ça sonnait, c'est hyper aérien, c'est très... Il y a un côté vachement trip-hop, en fait, parce que forcément, quand tu viens du Royaume-Uni, que t'es au début des années 2000, t'as forcément des influences qui viennent de Morchiba, de Portishead ou de Massive Attack. Il y a ce côté hyper aérien, hyper agréable, et puis c'est... Voilà, Goldfrapp, elle a une voix qui est hyper particulière que j'adore, et voilà, c'est la petite reco du plaisir, on va dire, quoi. Bah super, on va aller s'écouter tout ça et leurs albums. Merci infiniment, Shanks, d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir de te recevoir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ou ailleurs? En ce moment, je dirais, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube, avec plaisir, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent, quoi. Donc, Shanks Télévision. MR Shanks sur YouTube. J'ai changé le pseudo, mais on peut toujours trouver un Shanks Télévision, ça se trouve toujours. Il n'y a pas de souci. Sinon, sur Bandcamp, sur Twitch, essentiellement, sur Instagram aussi, je poste des petites stories à la con. Mais je suis plus trop actif, on va dire, sur Internet aujourd'hui. Ça ne saurait tarder, peut-être que je vais revenir.
Très certainement même. Mais Mm. vu que j'ai retrouvé une vie active hors Internet, voilà, vous pouvez quand même me retrouver là-bas, mais pas s'attendre à ce que je sois hyper actif non plus, quoi. Bon, on attendra ton retour avec grande impatience. Ni intérêt. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ou écouté l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Insta, sur YouTube, sur Twitch, sur les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à passer sur le Tipeee si vous souhaitez nous aider à faire grandir le projet ou proposer de nouveaux formats trop cool. Mais donnez l'argent là, à Radcore là. Donnez l'argent. Exactement, donnez l'argent à Radcore. On se dit à bientôt dans 2 semaines. Salut! Hop, j'ai pas terminé. Déjà, la musique que vous entendez là, c'est le son Shibuya de Mr. Chance lui-même dans son album Humans qui est paru en novembre 2022. Alors n'hésitez surtout pas à passer sur son Bandcamp, le lien il sera en commentaire. Et ensuite, on vient à peine de commencer le projet, mais on a plein d'idées pour le futur. Mais dans la France de Macron, c'est difficile de trouver l'énergie et le temps quand on peut penser qu'à son frigo libre. Alors pour nous aider, c'est super simple, vous allez sur le Tipeee Radcore, vous laissez une petite croquette et on s'occupe du reste. Merci d'avance pour votre soutien et à dans 2 semaines. Bisous.